Gabe Meyer, 17 ans, est déposé à la salle de sport de son quartier par son père. Cet homme ne reverra plus jamais son fils. On a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose de grave, qu'il ne pouvait pas nous joindre. Sa disparition entraîne les enquêteurs dans les eaux infestées de crocodiles, dans les profondeurs des champs de canne à sucre et de la forêt tropicale. En 21 ans de métier, c'était probablement l'expérience la plus forte que j'avais vécue sur le plan émotionnel. Et dans un univers rempli de mensonges et où la réalité est déformée. Il m'écrivait presque tous les jours. Il nous a montré ce qui semblait être une tombe fraîchement creusée. On était tous abasourdis. On se serait cru dans un film d'horreur. C'était un meurtre calculé et prémédité. C'était comme un challenge pour lui. Et il s'est bien amusé du début à la fin. Il a commis une erreur élémentaire. On espérait que cet élément permettrait de reconstituer le puzzle. Bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission des Enquêtes impossibles. Cette série inédite vous entraîne dans les coulisses des grandes enquêtes criminelles comme si vous faisiez partie de l'équipe des experts. Pour éloigner leur famille de la criminalité et de la violence urbaine, Sherry et Doug Meyer ont quitté leur ville natale de Miami aux États-Unis pour venir s'installer dans le Queensland, une province magnifique de la côte est de l'Australie. Au début, rien ne leur fait regretter leur choix. La vie quotidienne est agréable, paisible. Et puis, en janvier 1993, comme si elle était rattrapée par un destin tragique, l'existence des Meyer bascule. L'un de leurs 6 enfants disparaît sans aucune explication. À 19h30, il n'était toujours pas rentré. D'habitude, il ne manquait jamais le dîner ou alors il nous appelait toujours pour dire où il était. J'ai demandé à Doug d'appeler l'hôpital pour vérifier qu'il n'avait pas eu d'accident. Rien de ce côté-là. On s'est trouvé un peu stupide de s'inquiéter comme ça. Après tout, c'était un jeune de 17 ans. Il avait probablement rencontré un copain ou il était allé chez quelqu'un. On a commencé à somnoler par intermittence. Je me levais régulièrement pour aller voir dans sa chambre s'il était rentré. À 4h30 ou 5h du matin, on s'est levé et on a commencé à prévoir ce qu'on allait faire, qui appeler, où aller, parce qu'on a compris que c'était grave. On a décidé de commencer par le plus logique, aller trouver ses amis pour savoir ce qui se passait. Alors on a pris la voiture et on s'est rendu chez Damon Kalanka. Damon Kalanka est un ami de Gabe. Il était présent lorsque Doug Meyer a déposé son fils à la salle de musculation. On a monté l'escalier jusqu'à l'appartement de Damon Kalanka et on a trouvé la porte ouverte. Il s'est avancé vers nous. On lui a demandé s'il avait vu Gabe. Il nous a dit oui. Après avoir quitté le gymnase, il est venu ici, à mon appartement. Il a lu quelques magazines pour hommes. Et il m'a dit qu'il allait nager un peu. Doug Meyer est arrivé au commissariat pour signaler la disparition de son fils Gabe. Il avait avec lui 2 de ses amis qui ont dit ne pas savoir où il se trouvait. Gabe était parti de chez Damon Kalanka dans l'après-midi pour aller nager à côté du ponton sur Johnstone River. Doug a dit que c'est très inhabituel parce que son fils n'allait jamais nager à la rivière. Il savait qu'il y a des crocodiles, qu'il ne faut pas nager dans la rivière, surtout en fin de journée. En plus, il pleuvait ce jour-là. Ça ne lui ressemblait pas de faire ça. J'ai interrogé ses 2 amis et je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient. Ils ont dit que ça leur paraissait bizarre venant de Gabe. Ils ont aussi précisé qu'il n'avait pas de problème à la maison, donc ça semblait un peu étrange qu'il ne soit pas rentré chez lui. Ce n'est pas l'histoire habituelle d'un jeune qui a découché pour faire la fête. Tout ce qu'on savait, c'est qu'un jeune était porté disparu et qu'il fallait explorer toutes les pistes. On devait donc retrouver toutes les personnes susceptibles d'avoir vu Gabe pour qu'elles nous donnent des informations sur son emploi du temps. On a donc commencé notre enquête à la salle de sport où Doug avait déposé son fils. On a parlé à plusieurs personnes qui ont confirmé que Gabe était bien là et qu'il était parti vers 16h30.
Ensuite, il fallait établir si Gabe était vraiment allé à la rivière. On était inquiets parce que si Gabriel était allé nager, il avait pu se noyer ou se faire attraper par un crocodile ou un autre animal sauvage. Quand un crocodile s'attaque à un être humain, on peut espérer retrouver des restes. D'après ce que je sais, les crocodiles déposent les restes de leurs victimes dans les mangroves. C'est pour ça qu'on a commencé à explorer Johnston River avec la collaboration du département de la faune et d'experts locaux en crocodiles. Il n'y avait absolument aucun signe d'attaque sur une victime humaine. Il y avait une autre possibilité. Il avait peut-être fugué, tout simplement. On a étudié cette éventualité avec sa famille et ses amis. On leur a dit tout simplement que Gabe était un adolescent normal, qu'il ne nous avait jamais causé de problème. Les expériences qu'il avait vécues lui avaient apporté une grande maturité. C'était un garçon très attachant depuis toujours, depuis qu'il était tout petit. Simplement gentil et très responsable pour son âge. Et c'est sûrement à cause de ça qu'on a compris tout de suite qu'il se passait quelque chose de très grave, qu'il ne pouvait pas nous contacter, sinon il l'aurait fait. Jamais il ne nous aurait laissé nous inquiéter. C'était vraiment essentiel de vérifier l'activité du compte bancaire de Gabriel, pour voir si des retraits avaient été effectués dans une banque quelque part dans le pays. On s'est renseigné auprès des différents transports publics, compagnies aériennes, services d'autocars, sociétés de chemin de fer du Queensland, pour voir s'il y avait trace du passage de Gabriel. Mais les réponses ont été négatives. Aucun signe de lui dans les transports et aucune activité sur son compte bancaire. On était tous de plus en plus inquiets. Douglas et Sherry Meyer sont morts d'inquiétude. Leur fils Gabriel n'est pas rentré mardi soir pour le dîner, ce qui d'après eux ne lui ressemble absolument pas. Gabe n'est pas le genre de garçon à manquer le repas du soir. Et quand il doit s'absenter, il nous prévient. La police a exploré les rues alentours ainsi que la Johnston River. La disparition de Gabe leur paraît suspecte. On craint pour sa vie. Les circonstances autour de sa disparition ne sont peut-être pas très nettes. Quant aux parents de Gabe, ils ont un seul appel à lancer au cas où leur fils regarde cette émission. Appelle-nous, c'est tout. On t'aime, mon fils. On l'aime tellement. Il manque à tous ses amis. On veut juste s'assurer qu'il va bien. L'inquiétude de la famille Meyer se transforme peu à peu en panique. De toute évidence, Gabe n'a pas fugué puisqu'il est parti sans emporter de vêtements, ni toucher à sa carte de crédit. Un tel comportement ne correspond pas non plus à sa nature. Alors, s'est-il noyé dans la Johnston River, infesté de crocodiles? A-t-il été enlevé ou agressé? La police doit envisager rapidement toutes les hypothèses. La dernière personne à avoir vu Gabe est son ami Damon Kalanka. Ce dernier se dit prêt à apporter toute l'aide requise aux enquêteurs. Il a dit, écoutez, dites bien à la police que s'ils ont des questions à me poser, je suis là. Ils savent où j'habite. Ils n'ont qu'à venir me voir, je leur dirai tout ce que je sais. J'ai demandé à Damon Kalanka de nous accompagner au commissariat, à condition qu'il soit d'accord pour qu'on l'interroge. On va commencer par le début. Comment as-tu connu Gabriel Meyer? Je sortais avec sa sœur, Fawn Meyer. J'ai fait sa connaissance avant qu'elle parte aux États-Unis et je suis devenu très proche de sa famille. Son frère venait à la salle de gym. On se voyait là-bas tout le temps. On faisait de la muscu ensemble et on est devenus de bons copains. J'ai fait sa connaissance à la salle de sport. Il me disait bonjour tout le temps, me faisait des compliments, me demandait comment j'allais, trouvait des sujets de conversation pour m'aborder. C'était un garçon très sympa, plutôt charmant. Et à partir de là, on a commencé à sortir ensemble. Elle partait 3 semaines plus tard pour l'université aux États-Unis. Il était anéanti à l'idée de son départ. Alors on a dit à Fawn que Damon pouvait venir passer Noël avec nous, ce qu'il a fait. Ils m'ont invité pour Noël. On est très proches. C'est comme ma deuxième famille. Mais Gabe, je le connais seulement du gymnase. Il a affirmé être allé au gymnase la veille dans l'après-midi, y avoir vu Gabe Meyer et avoir fait de la musculation avec lui. Ensuite, Gabriel est allé chez Kalanka. Et il est parti peu après en lui disant qu'il allait nager un peu.
Je lui ai aussi demandé ce qu'il avait fait ce soir-là. Il m'a expliqué qu'il avait loué un véhicule utilitaire pour emmener un rouleau de moquette chez sa sœur à Tully. Je me suis mis en route pour aller à Tully. J'étais à mi-chemin quand il s'est mis à pleuvoir. Le rouleau de moquette était dans la remorque à l'arrière. Il n'y avait pas assez de place devant, alors j'ai fait demi-tour et je suis rentré chez moi. Il est où ce rouleau de moquette? Dans le garage. On est allé jeter un coup d'œil au rouleau de moquette qu'il devait soi-disant apporter à sa sœur à Tully. Déroulé à plat par terre, il semblait en très mauvais état, élimé, taché. Personnellement, pas le genre de cadeau que je ferais à ma sœur. Tout ça nous a paru un peu bizarre. Par conséquent, on a confisqué le rouleau de moquette. Il y avait une grosse tache à une extrémité du rouleau et quelques autres plus petites au même endroit. Apparemment, la première ressemblait à une tache de sang et d'après leur aspect, les taches plus petites en étaient aussi, probablement. On a pris des bandelettes test très utilisées dans les hôpitaux à l'époque pour faire ce qu'on appelle un sangueur test. On les humidifie et on les passe sur la tache. Si c'est du sang, la réaction chimique est immédiate. Une couleur bleu-vert apparaît. On a fait ça avec toutes les taches visibles sur la moquette, mais aucune bandelette test n'a produit de réaction significative. J'étais de repos ce jour-là et on m'a appelé pour me dire de venir au bureau de la brigade criminelle d'Ennisfail, où on m'a informé de la disparition d'un jeune homme, Gabe Meyer. Ils ont mentionné le nom de Damon Kalanka. J'ai alors expliqué à Jacobs et Pickless ce qui s'était passé en 1991, que je l'avais inculpé pour tentative de meurtre sur un jeune homme du nom de Paul Melik. Il nous a fait un bref résumé de l'enquête concernant Melik. Kalanka sortait avec une femme, elle l'a quitté, et elle est ensuite tombée amoureuse de Melik. Kalanka avait donné rendez-vous à Paul Melik. Ils sont partis faire un tour avec la voiture de Kalanka jusqu'à un endroit près de Fine Fish Point. Kalanka et Melik sont descendus de voiture. Kalanka avait un couteau sur lui, et alors qu'il était en train de discuter avec Melik, celui-ci s'est soudain retourné, et là Kalanka l'a poignardé dans le dos. Mais Melik a réussi à s'enfuir, avec le couteau de Kalanka, dans une bande de terre au milieu d'un champ. Kalanka l'a poursuivi en voiture. Incrédule, Melik regardait par-dessus son épaule. Il a vu Kalanka accélérant sur cette bande de terre et il a juste eu le temps de sauter dans les graminées. La voiture l'a manqué de quelques centimètres. Damon Kalanka est inculpé de tentative de meurtre, mais cette charge est retirée lors du procès. Kalanka a plaidé coupable pour coups et blessures et conduite dangereuse. Il a été condamné à 200 heures de travaux d'intérêt général, avec 2 ans de mise à l'épreuve. Je l'avais lu dans les journaux. Un jour, Damon était au gymnase avec un copain et ils m'ont demandé si j'avais entendu parler de l'incident avec Paul Melik. J'ai répondu que j'étais au courant et les deux m'en ont parlé comme d'un triangle amoureux qui aurait mal tourné. Ils m'ont dit de ne pas croire ce que j'avais lu dans les journaux. À l'époque, ça ne m'a pas préoccupé plus que ça. On pensait que c'était pas le garçon idéal pour elle, mais c'était pas à nous de décider. À l'époque, on se sentait pas le droit de lui dire avec qui sortir ou pas. Il était très passionné, aussi très attentionné, gentil et charmant, mais plus passionné que ce qu'on aurait imaginé pour quelqu'un qui vient juste de rencontrer une jeune fille. Quand les policiers récapitulent les éléments dont ils disposent, 3 d'entre eux attirent leur attention sur Damon Kalanka. Le garçon est la dernière personne à avoir vu Doug. Il possède un antécédent violent puisqu'il a déjà poignardé un homme. Et puis, 3e fait intriguant, Damon a transporté une moquette usagée pleine de taches peu après la disparition de Doug. Fawn Meyer, sa petite amie, et la sœur aînée du disparu, n'est pas en mesure d'être interrogée par la police car elle séjourne aux États-Unis où elle poursuit des études.
Ma mère m'a appelé pour me prévenir que Gabe avait disparu, qu'il n'était pas rentré à la maison la veille et qu'il se faisait beaucoup de soucis pour lui. Elle m'a dit que la dernière personne à l'avoir vu était Damon Kalanka. Et là, j'ai pensé immédiatement, oh mon Dieu. Fawn et Damon sortent ensemble depuis 3 semaines quand celle-ci part faire ses études aux États-Unis. Dès mon arrivée aux États-Unis, il a commencé à m'écrire. Il m'écrivait presque tous les jours, voire 2 fois par jour. Ces lettres étaient remplies d'expressions comme « Tu me manques tellement »,« Je voudrais être là-bas avec toi »,« S'il te plaît, reviens, je payerai le voyage ». Je me sentais étouffée par cet amour. Je voulais rompre, mais il n'avait pas l'air de comprendre. Juste avant mon départ, il m'avait demandé s'il y avait quelque chose qui pourrait me faire changer d'avis et rentrer en Australie. Je lui ai répondu que rien ne pourrait me pousser à revenir, sauf s'il arrivait quelque chose à ma famille. Ce détail avait son importance. Les enquêteurs commençaient à penser qu'un moyen de faire revenir Fawn Meyer en Australie était de se débrouiller pour qu'un drame touche sa famille. Et à ça s'ajoute l'implication de Kalanka dans l'incident avec Melik. On devait étudier toutes les pistes et rester objectif, mais on avait peur qu'il soit arrivé quelque chose à Gabe Meyer. Damon Kalanka dit aux enquêteurs que cette nuit-là, il a loué un véhicule pour livrer un rouleau de moquette à sa sœur. Ce dernier est examiné, mais rien ne permet de faire le lien avec Gabe. Quand on mène une enquête, il faut passer en revue tous les éléments qu'on a pour étudier toutes les pistes, d'où la saisie de la moquette. À ce moment-là, on ne savait encore rien, mais là, on avait une preuve tangible, en espérant qu'elle permettrait de reconstituer le puzzle. Les enquêteurs ont déjà analysé, sans résultat probant, les tâches qui constellaient la vieille moquette que Kalanka devait apporter à sa sœur. Ils espèrent néanmoins que le véhicule utilitaire loué pour le transport révélera des indices. Pour quelle raison Kalanka s'en était-il servi 1h30 après le départ de Gabe, alors qu'il avait l'intention de ne l'utiliser que le lendemain matin? Pour n'importe quel véhicule de location, on note le kilométrage affiché avant qu'il quitte l'agence de location et le kilométrage quand le véhicule est rendu. On a établi que Kalanka avait parcouru 119 km avec le véhicule de location. Kalanka dit à la police qu'il a déposé son voisin au pub avant de prendre la direction de Tully. À mi-chemin, il fait demi-tour. Il arrive chez lui à 21h. Peu après, ses colocataires vont se coucher. Quant à lui, il ressort. Il va s'acheter une lampe de poche car il a l'intention d'aller pêcher. Mais comme il se met à pleuvoir, il rentre de nouveau chez lui. On a décidé de refaire l'itinéraire décrit par Damon Kalanka dans sa déposition pour la soirée en question. C'est-à-dire un petit tour dans Innisfail, ensuite la route de Tully, à mi-chemin, un rapide demi-tour au niveau du pont, comme nous l'a dit Kalanka, et enfin, retour à Innisfail. Ça nous a fait parcourir 61 km et ça ne correspondait pas aux 119 que Kalanka déclarait avoir fait. Il manque 58 km, autrement dit un écart considérable. Par conséquent, il s'agissait d'un mensonge flagrant, ce qui confirmait que Damon Kalanka était impliqué dans un terrible événement. Le véhicule utilitaire est immédiatement saisi pour être examiné. On a examiné le véhicule à la recherche d'empreintes, tant dans la cabine que dans la remorque. Mais les experts ne retrouvent aucune empreinte de Gabe dans le véhicule, ni de cheveux ou des fibres provenant de ses vêtements. Rien ne nous permettait de faire le lien entre Gabe et ce véhicule. Ensuite, c'est l'appartement de Damon Kalanka qui est passé au peigne fin. Dans le cadre de notre enquête, on a passé tout l'appartement au Polylight pour voir s'il y avait des éclaboussures de sang ou quelque chose comme ça, indiquant qu'une bagarre ou une altercation avait eu lieu. Mais aucun élément de ce type n'a été identifié.
Le lendemain du jour où j'ai appris la disparition de Gabe, j'ai appelé Kalanka en pleurant et je lui ai demandé où était mon frère. Il m'a répondu « Je n'en sais rien, Fawn. Je crois qu'il lui est arrivé quelque chose d'horrible. » Ça m'a rendu malade. Je savais qu'il mentait. Je savais que Gabe était mort. Et je savais que c'était lui le coupable. Il m'a affirmé que même son colocataire avait entendu mon frère dire qu'il allait nager. La police veut pouvoir confirmer ou réfuter la version des faits de Damon Kalanka. Et pour ce faire, elle interroge les deux colocataires. Ils étaient présents quand Gabe est arrivé à l'appartement cet après-midi-là, et aussi quand il est reparti vers 17h30. En partant, Gabriel leur a dit qu'il allait nager un peu. Les colocataires disent aussi à la police qu'après le départ de Gabriel, ils sont allés au cinéma, mais qu'ils étaient de retour chez eux à 21h quand Damon Kalanka est rentré. Ils confirment également que Kalanka a acheté une lampe de poche. Nerinda Singh, le voisin direct de Kalanka, a aussi été longuement interrogé pour rapporter ce qu'il savait des faits et gestes de ce dernier, le soir de la disparition de Gabriel Meyer. Il nous a dit que vers 19h ce soir-là, il a vu Damon Kalanka sur le parking au fond de la résidence et qu'il y avait un rouleau de moquette dans la remorque du véhicule utilitaire. Peu après, il a regardé par la fenêtre et a vu Damon Kalanka juste devant la porte de son appartement, apparemment très essoufflé. Il l'a interpellé et lui a demandé s'il pouvait le déposer au pub du coin. Environ un quart d'heure plus tard, ce qui nous amène à 19h30 environ, Damon Kalanka est revenu et a conduit Singh au pub. Ensuite, il l'a ramené chez lui aux alentours de 20h. Et c'est à ce moment-là qu'il lui a dit qu'il partait pour Tully. Tous ces éléments confirmaient la version des faits de Damon Kalanka. Un autre témoin est venu nous trouver en déclarant avoir vu Gabe passer devant un magasin à proximité en allant à pied vers la rivière. Ceci après qu'on a eu confirmation que Gabe avait quitté l'appartement et qu'il était déjà à plusieurs pâtés de maison de là. L'emploi du temps donné à la police par Damon Kalanka est partiellement confirmé par ses voisins. Cela n'explique pas pour autant un certain nombre de bizarreries. Ainsi, pourquoi Kalanka a-t-il brusquement décidé d'apporter la moquette à sa sœur en pleine nuit? Pourquoi a-t-il prétendu qu'il partait pêcher à la Johnston River alors qu'il pleuvait? Enfin, où s'est-il rendu, puisque le compteur du pick-up qu'il avait loué affiche une distance excédentaire et inexpliquée de 58 km. Peu après la découverte du sac de Gabe sur les bords de la rivière ne fait qu'ajouter encore à la confusion. Ce sac, retrouvé par des volontaires sur la rive de la Johnston River, a été identifié comme étant celui de Gabe. La police va maintenant s'appuyer sur cette preuve essentielle pour tenter de retrouver le jeune disparu de 17 ans. Même si on était absolument sûr que Gabe ne serait pas allé de lui-même nager dans la rivière, on y a bien réfléchi. Et on s'est demandé s'il n'aurait pas réellement fait une grosse bêtise. Les détails concernant le lieu où on a retrouvé le sac à dos ont été publiés. Par la suite, 2 jeunes témoins sont venus nous trouver et ont déclaré avoir vu des vêtements sur le ponton vers 19h30, le soir où Gabe a disparu. D'autres témoins sont également venus nous voir et ont déclaré qu'ils avaient vu des jeunes jeter certains de ces vêtements à l'eau. Il est toujours possible que quelqu'un ait placé ses vêtements à cet endroit pour essayer de brouiller les pistes. Mais il se peut aussi que Gabe les ait posés là avant d'aller nager. Après une courte réunion ce matin avec les enquêteurs locaux, les plongeurs de la police vont sonder longuement les eaux boueuses de la Johnston River à côté de Campbell Street. On était contents de voir arriver les plongeurs de la police, même si on avait du mal à admettre ce qu'ils pourraient découvrir. Là, on voulait juste retrouver Gabe. On espérait vraiment qu'ils allaient le trouver ou au moins découvrir quelque chose qui nous aide à comprendre ce qui s'était passé.
Après avoir fait fuir les crocodiles des environs grâce à des charges explosives, les plongeurs entrent dans l'eau trouble. La visibilité était absolument nulle, donc il a fallu mener les recherches par quadrillage de zone, uniquement au toucher. Ils avaient commencé depuis quelques minutes seulement, et là, premier coup de chance. Au bout d'une demi-heure environ, 2 plongeurs refont surface et tendent une montre à l'observateur, la même que celle de Gabriel. Après que la police l'ait montrée aux parents de l'adolescent, ils disent être trop bouleversés pour une interview. Quand ils nous ont appelés en disant qu'ils avaient trouvé une montre, c'est là qu'on a dû aller l'identifier. Et c'est la chose la plus horrible qu'on ait jamais faite. Parce qu'à ce moment-là, la mort de Gabe était confirmée. De quelque manière que ce soit, on savait qu'il était mort. Pour moi, la montre était une preuve formelle qu'il y avait eu un acte criminel parce que c'était une montre de plongée munie d'une double attache. On ne la perd pas comme ça par accident. Il faut l'enlever. Au vu de la distance, on pouvait penser que quelqu'un se trouvant sur le ponton avait lancé la montre dans l'eau pour qu'on la retrouve. L'inspecteur Kruger m'a demandé de contacter Damon Kalanka pour essayer d'apprendre quelque chose. Parce qu'à ce stade, on cherchait à savoir où se trouvait le corps de Gabe. Je l'ai appelé et je lui ai dit que je ne rentrerais pas chez moi tant que je ne saurais pas ce qui était arrivé à mon frère. Je me disais qu'en faisant ça, on pouvait réussir à forcer la main à Kalanka et le pousser à déplacer le corps de l'endroit où il l'avait mis à l'origine vers un autre endroit où on pourrait peut-être le trouver. La sœur de Gabriel a passé le coup de fil, mais malheureusement Kalanka n'a pas réagi. En plus, il a repéré la surveillance policière, ce qui a tout fichu en l'air. C'est là qu'un jeune homme du nom de James Potter contacte la police pour leur fournir des informations. 15 jours avant la disparition de Gabe, il est allé dans la forêt tropicale, là où la végétation est très dense, en compagnie de Damon Kalanka. Il nous a dit que Kalanka l'avait emmené dans une zone dégagée de la forêt, où poussent des palmiers, et qu'il avait marqué l'endroit d'une croix avec des pierres sur le sol. Damon Kalanka dit à Potter que la croix servira à identifier l'endroit où il doit venir prochainement faire du camping. Plus tard ce jour-là, on s'est rendu à Polly Creek, et Potter nous a montré l'endroit où il était allé avec Damon Kalanka. Et là, il y avait ce qui semblait être une tombe fraîchement creusée, sous les palmiers, dans la forêt tropicale. En voyant le trou pour la première fois, on s'est dit que ça ne pouvait être qu'une tombe. La forme, la profondeur, ça ne faisait aucun doute dans mon esprit qu'il s'agissait de la tombe d'un être humain. Indubitablement, l'étau se referme autour de Damon Kalanka. Pourquoi a-t-il creusé en pleine nature ce qui ressemble à une tombe, si ce n'est dans l'intention d'y enterrer un corps? La police décide qu'il est temps de procéder à un nouvel interrogatoire. Elle espère que, confronté au témoignage de James Potter, Kalanka passera aux aveux. Tu connais un jeune homme du nom de Potter, James Potter? Oui, C'était quand la dernière fois où tu es allé avec lui à Polly Creek? il y a 3 ou 4 semaines, quelque chose comme ça. Tu es retourné là-bas depuis la dernière fois où tu y étais avec Potter? Non, pas du tout. Tu as marqué une zone précise là-bas pour la repérer? J'ai marqué un endroit avec 2 bouts de bois pour me rappeler où c'était plus tard, c'est tout. À ce moment-là, Damon Kalanka demande que l'interrogatoire soit suspendu. Quand on a parlé de Polly Creek, il s'est littéralement figé et il a insisté pour qu'on lui appelle un avocat, ce qu'on a fait. L'interrogatoire reprend et Kalanka explique à la police pourquoi il a creusé ce trou. J'essayais de cultiver de la marijuana pour en vendre. Pas pour mon usage personnel, mais pour essayer de me faire de l'argent avec. Pour la planter, j'avais prévu de creuser un trou de 1,80 m sur 1,80 m et de 60 cm de profondeur. Donc tu prétends que tu as creusé ce trou en vue d'y faire pousser des plantes, plus tard, c'est ça? C'est ça. On n'y a pas cru.
Déjà parce que le lieu n'était pas idéal pour cultiver de la marijuana, la végétation était trop dense, et ensuite, il n'a jamais été suggéré, même du propre aveu de Kalanka, que ce dernier consomme de la marijuana ou qu'il ait été impliqué dans un trafic de stupéfiants. Tu es allé à Polly Creek avec le véhicule utilitaire ce soir-là? Non, je voulais y aller le lendemain matin, mercredi. Mais quand j'ai vu le père de Gabe, j'ai paniqué et j'ai changé d'avis. J'ai décidé de me débarrasser du véhicule utilitaire pour ne pas avoir d'ennui avec la police. Comme j'ai dit à mon avocat, j'ai fait ça parce que je ne voulais pas mentir, faire diversion en disant que j'avais fait ci ou ça. Parce que si on se met à raconter des histoires, ça crée que des ennuis. Que dis-tu de la rumeur racontant que tu aurais tué le jeune Gabriel pour essayer de pousser Fawn à revenir en Australie? Comme j'ai dit à Fawn quand elle m'a appelé le lundi, quand on en a parlé, si tu crois que j'ai fait ça juste pour que tu reviennes, tu serais revenu de toute façon. Je vois pas à quoi ça rime, j'aime beaucoup sa famille. J'ai pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Et je ferai jamais un truc pareil. C'était comme un challenge pour lui. Il semblait prendre plaisir à nous parler. Il savait ce qu'on avait découvert et ce qu'on ignorait, et j'avais la nette impression qu'il s'était bien amusé du début à la fin. Je vais être honnête avec vous. Je pense qu'il est parti. Je pense qu'il est parti pour de bon. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Juste certains trucs qu'il a dit et fait. Il adore l'aventure et quand il a envie de faire quelque chose, il n'hésite pas. Il est sûrement quelque part en ce moment en train de s'éclater comme un fou. C'est ça qu'il veut. Mais je suis furieux contre lui. C'est sa faute si je dois subir tout ça. S'il revenait, j'essaierais quand même d'être sympa avec lui. J'ai pas envie de payer les pots cassés, qu'on me mette tout ça sur le dos. Que j'aille en prison et qu'il vienne me chercher à la sortie dans 10 ans. Ça me mettrait en rogne. On commençait à avoir l'impression que quelque chose clochait dans l'état mental de Damon Kalanka. Certains éléments suggéraient un comportement sociopathique. Le raisonnement derrière l'incident avec Melik et le déroulement des événements avec Gabriel indiquaient un comportement bizarre, pas celui d'une personne saine d'esprit. À ce stade, il fallait vraiment trouver le corps de Gabriel pour prouver qu'il ne s'était pas fait attaquer par un crocodile. Et, ce faisant, trouver une sorte de preuve médico-légale qui relierait Kalanka au crime. La police est maintenant convaincue que Damon Kalanka est impliqué dans la disparition de Gabe Meyer. Elle dispose d'un solide faisceau de présomption, mais elle ne peut pas encore procéder à son arrestation tant que le corps de la victime ne sera pas découvert. Enfin, le 26 janvier, jour de la fête nationale australienne, et 15 jours seulement après la disparition de Gabe, un événement inattendu déverrouille l'enquête. J'ai reçu un appel de Margaret Carmichael me disant qu'elle avait découvert quelque chose de suspect sur sa propriété et qu'elle avait peur que ce soit quelque chose de macabre, comme Gabe Meyer qui serait enterré là. La présence de la tombe a été signalée à la police hier vers midi par des gens ayant remarqué de la terre fraîchement retournée dans les broussailles de Moresby Creek, à la sortie d'Innisfail. La police a immédiatement écarté les médias et le public des lieux, tandis que les restes étaient exhumés pour être analysés. En 21 ans de métier, c'était probablement l'expérience la plus forte que j'avais vécue sur le plan émotionnel, la plus pénible. J'avais vraiment de la peine pour la famille. Un père sait certaines choses sans pouvoir l'expliquer. Je ne le comprends pas moi-même, mais parfois on sait instinctivement, comme ce jour-là. Ils n'ont pas eu besoin de nous dire. On était soulagés qu'ils aient trouvé son corps. Et d'un autre côté, c'était quelque chose de vraiment terrible. Je me souviens leur avoir demandé « Où l'avez-vous trouvé? Dans la rivière ?» Et ils m'ont dit « Non, dans une tombe. » En creusant à cet endroit, on a découvert ce qui semblait être une main apparemment attachée dans le dos de la victime. Après avoir retiré toute la terre autour du cadavre, on a vu que les mains et les pieds étaient liés, que le corps était enveloppé dans une couverture nouée avec de la ficelle. Le corps de Gabe est déterré puis transporté à la morgue. Parallèlement,
la femme qui a signalé l'emplacement dans son champ de canne à sucre est interrogée. Elle a déclaré que le soir où Gabe a disparu, elle a vu les phares d'une voiture venant de la nationale et qui empruntait un chemin menant aux alentours de l'endroit où se trouvait la tombe. De plus, la veille du jour où elle a contacté la police, elle a vu Kalanka qui revenait de cet endroit. Pour elle, il n'y a aucun doute, il s'agissait bien de Damon Kalanka. Les parents de Kalanka habitent juste à côté de chez elle. Il a grandi dans les environs, il connaît très bien le secteur. En fait, il est déjà allé pêcher à quelques mètres de la tombe. Les résultats de l'autopsie montrent que Gabe n'a pas été tué de façon brutale, par arme blanche ou par balle. Tandis que les enquêteurs attendent les résultats des analyses toxicologiques, d'autres preuves récentes sont étudiées. Pendant l'autopsie, la police a récupéré un certain nombre de pièces à conviction, comme la ficelle utilisée pour lier les mains et les pieds, ainsi que la couverture qui enveloppait la victime. La police rend publique l'existence de la couverture retrouvée au cours de l'enquête. Avec la famille Meyer, ils encouragent quiconque aurait des informations à se manifester. Quelques jours plus tard, l'ex-femme de Kalanka a contacté la police et a déclaré que la couverture qu'elle avait vue à la télévision était la même que celle qu'elle avait eue du temps de son mariage avec Kalanka. La ficelle qui a été utilisée était similaire à celle qui se trouvait avant dans l'appartement de Kalanka et qui appartenait à son colocataire. Des bandes découpées dans la couverture sont analysées. Les résultats du laboratoire indiquent la présence de 6 fibres de polypropylène qui n'appartiendraient pas à la couverture. Ces fibres sont ensuite comparées avec celles qui ont été prélevées sur la moquette de Kalanka. Elles correspondent. Les enquêteurs s'intéressent ensuite à la cause du décès. Il faut savoir si Gabe a pu être drogué. En étudiant l'éventualité que Gabe ait pu être drogué, on s'est rappelé qu'au début de l'enquête, Kalanka avait affirmé avoir donné à Gabriel une boisson vitaminée. Je lui ai donné ce truc. C'est une poudre comme une boisson hyper protéinée qu'on mélange avec du lait. Ça donne un coup de fouet. Il m'a demandé si j'en avais, alors je lui en ai préparé un verre. Un mélange normal, quoi. Il a bu son verre et vers 17h30, il a dit « Bon, j'y vais ». Et j'ai répondu « À plus tard ». Il s'est donné beaucoup de mal pour nous expliquer qu'il lui avait donné une boisson vitaminée, qu'il n'avait rien mis dedans, que la boîte de poudre était neuve. Il en disait tellement que c'était forcément suspect. Les résultats des analyses toxicologiques arrivent. Et ils font froid dans le dos. Un mélange savamment calculé de médicaments a été administré au jeune homme. Le labo a trouvé du paracétamol, de la pseudoéphédrine, de la chlorphéniramine et du méthoclopramide dans le contenu du foie et de l'estomac. La présence de cette combinaison fait penser à une préparation contre le rhume et la grippe. Les analyses toxicologiques mettent en évidence une quantité très importante de ces médicaments dans les tissus, indiquant une overdose. Selon le mode d'administration et la quantité absorbée, le mélange aurait pu être mortel. Mais dans ce cas-là, il est plus probable qu'il a entraîné une forte somnolence. Gabe s'est peut-être même endormi. Et ensuite, son agresseur a pu l'étouffer ou le tuer d'une autre façon sans qu'il oppose une grande résistance. Quand le corps de Gabe a été découvert dans cette tombe, la police a repéré un petit morceau de plastique collé sur son visage, d'une forme plutôt inhabituelle, comme un petit rectangle avec un trou au milieu. On l'a identifié comme étant le renfort de poignée d'un sac en plastique que le tueur avait dû placer sur la tête de Gabriel. Cette fois, tous les indices concordent et prouvent la culpabilité indéniable de Damon Kalanka dans le meurtre de Gabe Meyer. Plus rien ne s'oppose à son arrestation. Mais au lieu d'avouer son crime, Kalanka tente une dernière diversion en utilisant un argument particulièrement odieux.
Deborah Morton a dit au magistrat que Kalanka avait d'abord nié toute implication avant qu'elle passe à l'attaque pour tenter de le faire craquer. Elle lui a dit « Pour une fois dans ta vie, je veux que tu sois un homme et que tu nous dises la vérité. Notre famille doit savoir que toute ta vie, tu n'as été qu'un mythomane. » Madame Morton a déclaré devant la cour que son frère s'est mis à trembler avant d'avouer son crime. Et quand elle lui a demandé pourquoi, Kalanka a dit qu'à la salle de sport, Gabe lui faisait des avances et le touchait tout le temps. Alors il a perdu son sang-froid et l'a étranglé. Au début, on était furieux de penser qu'il racontait toutes ces choses au sujet de Gabe. Puis on s'est dit qu'il devait vraiment être désespéré. Mais cette manœuvre de défense ne sera plus jamais évoquée par Damon Kalanka. Je me souviens lui avoir demandé s'il pensait ou savait que Gabriel était homosexuel ou pas. À ta connaissance, il a déjà eu une aventure avec un autre homme? Est-ce qu'il avait des tendances homosexuelles? Il était réservé, il n'a jamais eu de copine, mais je crois pas qu'il était gay. Je ne le suis pas non plus d'ailleurs. Kalanka avait l'intention d'affirmer qu'il n'avait pas délibérément tué Gabe Meyer et par conséquent, il aurait seulement dû être condamné pour homicide involontaire, à une peine beaucoup plus légère. La plaidoirie de cette affaire allait donc être basée en intégralité sur l'élément de préméditation, avec au cœur du dossier la capacité de prouver que c'était un meurtre délibéré, prémédité, et pas commis sur un coup de sang. Les dimensions de cette tombe sont exactement les mêmes que celles découvertes à Polly Creek, ce qui confirme l'hypothèse de la préméditation. Il avait l'intention d'emmener Gabe Meyer à Polly Creek, sous un prétexte quelconque, parce qu'il fallait marcher pour y aller. Il voulait le tuer et l'enterrer là-bas. Mais il était trop angoissé, trop pressé de le supprimer. Le mélange qu'a administré Kalanka à Gabriel était trop fort, ça a provoqué une perte de connaissance. Par conséquent, Kalanka était obligé de se rabattre sur le site de Moresby Creek. D'autres preuves viennent confirmer l'hypothèse de la préméditation. Le 5 janvier, Kalanka m'a rappelé et il a entamé la conversation en me demandant quelle était ma décision. Il m'a dit « Je suis prêt. Tu peux m'annoncer la mauvaise nouvelle. J'ai l'habitude qu'on me rejette. » Je lui ai répondu que tout était fini entre nous et qu'on était stupide d'avoir pu penser que cette relation pouvait durer. Le lendemain de cette discussion téléphonique, Damon Kalanka fait quelques achats. Après son arrestation, les enquêteurs ont poursuivi leurs recherches pour donner davantage de poids à la procédure d'inculpation et ils ont fait le tour de toutes les pharmacies du quartier. Un des pharmaciens a confirmé que Kalanka avait acheté 2 boîtes de décongestionnants. Or, les ingrédients des comprimés correspondaient exactement aux substances retrouvées dans les analyses toxicologiques effectuées sur le défunt. C'était le dernier maillon de la chaîne, qui nous permettait de faire le lien entre Kalanka et les substances retrouvées dans le corps de Gabe Meyer, ce qui confirmait la théorie du meurtre prémédité. La procédure d'inculpation reposait essentiellement sur le fait que les 2 colocataires étaient sortis vers 17h45 et que Gabe Meyer était revenu à l'appartement peu après. Kalanka n'avait pas tué Gabe dans un accès de colère. Il lui avait donné cette boisson, l'avait observé pendant qu'il buvait et l'avait regardé perdre connaissance. Il a dû s'écouler environ 45 minutes avant qu'il s'évanouisse. On s'imagine l'autre en train de regarder Gabe. On s'imagine ce qu'il voit. Est-ce que Kalanka se tenait là, au-dessus de lui, et lui racontait ce qu'il allait lui faire? J'ai ressassé tout ça, et c'est vite devenu insupportable, au point que ce n'est pas dans ma nature, mais je me suis retourné, j'ai mis un coup de poing dans le mur. Kalanka lui a attaché les mains, puis les pieds. Il lui a mis un sac en plastique sur la tête. Quand il est sorti pour aller chercher le véhicule utilitaire, Gabe Meyer était déjà probablement mort, ou son décès était imminent.
Damon Kalanka enveloppe alors le corps de Gabe dans une couverture qu'il avait dans son garage, puis il le dépose à l'arrière du véhicule utilitaire. C'est à ce moment-là que Singh l'a interpellé et lui a demandé de le déposer au pub. Et Kalanka a répondu qu'il revenait dans une demi-heure environ. Il a roulé jusqu'au ponton de la Johnston River, où il a déposé la serviette de bain, les chaussures et le sac à dos de Gabe. Ensuite, il a jeté la montre de ce dernier dans l'eau. Ensuite, il est revenu à la résidence, a déposé son voisin Singh au pub pour qu'il récupère sa paye, puis il l'a ramené. Après, il a roulé jusqu'à la propriété agricole à Moresby Creek, où il a déposé le corps de Gabe Meyer. Puis il est vite rentré chez lui. Kalanka arrive chez lui vers 21h et retrouve ses colocataires qui lui fourniront son alibi. Ces derniers vont se coucher peu après. Kalanka est ressorti pour aller à la station-service où il a acheté une lampe de poche et des piles. Ensuite, il est retourné à l'exploitation agricole, où il a creusé la tombe de Gabe Meyer, juste en bordure du chemin qui traverse la propriété. Mais il a commis une erreur élémentaire. Il est allé trop loin avec son véhicule. Les 58 km en trop effectués par Kalanka ce soir-là correspondent à la distance de 2 allers-retours entre son appartement et l'emplacement de la tombe. Au cours de toutes ces années, j'ai travaillé sur un grand nombre de procès pour meurtre. Mais je n'en vois aucun intégrant une telle association de préméditation et d'exécution impitoyable. Après plus de 5 heures de délibération, le jury a déclaré Damon Frank Kalanka coupable du meurtre de Gabriel Meyer. Damon Kalanka a été condamné à la réclusion à perpétuité. Compte tenu du fait que son crime a été prémédité dans ses moindres détails, le juge a recommandé au comité de probation la plus grande prudence pour l'étude de toute demande de liberté conditionnelle. Bien que Kalanka bénéficie de cette disposition depuis 2 ans, il n'a toujours pas été relâché. Purgera-t-il sa peine jusqu'au bout, ou parviendra-t-il à obtenir un jour prochain la clémence des juges? Sherry et Fawn Meyer, la mère et la sœur de la victime, redoutent le pire, ne croyant pas à la rédemption possible de l'assassin. Depuis toutes ces années, on redoute ce moment. On sait que s'il sort de prison, cet homme tuera de nouveau. Et on a du mal à croire qu'un comité de probation autorisera sa libération. Je suis extrêmement inquiète, pas seulement pour ma propre sécurité et celle de ma famille, mais pour toutes les personnes en général. Il a déjà tué par le passé. Il a assassiné mon frère et il recommencera à tuer. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Ainsi s'achève cette pitoyable histoire. La famille Meyer, qui, souvenez-vous, avait quitté les États-Unis pour fuir la criminalité, a été impitoyablement rattrapée par le destin. Car c'est pour exercer un chantage affectif sur Fawn que Kalanka a prémédité et exécuté son crime sordide. En effet, si la jeune fille, excédée par son amour étouffant, ne lui avait pas dit que rien ne pourrait la pousser à revenir en Australie, sauf s'il arrivait quelque chose à sa famille, Kalanka aurait sans doute épargné son frère pour s'en prendre vraisemblablement à une autre victime innocente, étant donné son état mental et ses pulsions meurtrières. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous sur cette antenne pour un autre épisode des Enquêtes Impossibles.